voilà, c'est très important. Depuis que je suis élue, depuis 1 an, j'essaye de parler le plus souvent possible, en tant que commissaire aux affaires sociales, de santé mentale. Je me rends compte à quel point c'est encore un champ qui, malgré tout, reste relativement tabou. On en discutait un peu tout à l'heure. Et il faut continuer, dans toutes les circonstances, de parler de santé mentale, de pouvoir, et là vraiment je vous remercie parce que vous êtes venus en nombre pour pouvoir témoigner et parler de votre histoire. Donc en fait, pour les personnes qui sont là, on va avoir 2 temps. Un temps où on va parler surtout de, je dirais, d'une expérience tout à fait intéressante et qui est entre les mains de ma consoeur Dr Chauffardet avec son équipe. Et elle va vous expliquer tout ça, donc autour de l'accompagnement, de la réhabilitation dans un parcours de soins, puisque le parcours de soins du patient en psychiatrie est souvent très long. Je ne sais pas s'il faut parler de pathologie chronique, mais je pense qu'on peut le dire. Mais en tous les cas, à un moment ou à un autre, la personne doit s'approprier son histoire, s'approprier sa vie, s'approprier ses symptômes, sa pathologie. Et là, justement dans ce dispositif qui va nous être présenté, c'est vraiment tout à fait une approche intéressante. Et tout à l'heure, on aura dans la deuxième partie de cette matinée, des intervenants qui viendront nous parler, j'allais dire, d'une nouvelle forme d'interaction avec le patient, parce qu'on aura des intervenants qui vont porter un projet de télémédecine, de télépsychiatrie, qui est en train de se répandre très positivement partout en France, et notamment auprès des personnes en souffrance psychique, aussi troubles du comportement, notamment dans les EHPAD, parce que c'est dans les structures où on peut avoir des soignants aujourd'hui, et c'est l'approche qui est la plus facile et la plus positive actuellement. Donc j'arrête tout de suite, je n'en dis pas plus, j'accueille notre confrère, Brahim Amouche, lui aussi de l'Est, comme quoi la psychiatrie du Grand Est est bien représentée. Et je passe la parole à Madame Chauffardet. Bonjour à tous. Désolée encore une fois pour ce retard, mais dont nous ne sommes pas responsables, je me dédouane. J'ai voulu présenter le projet en respectant la conception dans laquelle il a été conçu, enfin prévu. Et donc on est venu en nombre représenter chacun dans sa fonction et vous présenter de sa position comment il voit le dispositif, ce qu'il en vit, ce qu'il en tire. Donc vous aurez des bénéficiaires, il y a une jeune fille qui est en service civique, il y a une animatrice, un moniteur d'atelier et moi-même. Et aujourd'hui, pour nous tous, c'est une grande première de venir parmi vous. Je remercie tous les intervenants et les efforts qu'ils ont dû faire, en particulier pour les bénéficiaires, de bien vouloir faire ces déplacements et de venir nous accompagner. Et je vais simplement leur laisser la parole pour qu'ils puissent tous se présenter. Voilà. Bonjour à tous. Alors moi je suis Inès. Au sein d'Animalum, je suis animatrice et formatrice et également père aidante. Donc ça veut dire que j'ai moi aussi une pathologie psychique. Et voilà. Bonjour, Didier. Donc, je suis moniteur de formation projeteur en conception mécanique et j'ai aussi une formation de maître d'apprentissage. Et j'anime plusieurs ateliers. Bonjour, moi c'est Hugues, moniteur au sein d'Animalum et père aidant. Bonjour, moi c'est David, je suis bénéficiaire à l'association. Bonjour, je m'appelle Léonard, je suis bénéficiaire également du dispositif. Bonjour, je suis Carla, volontaire au service civique au sein de l'association. Sandrine Chauffardet, donc le porteur de projet. Voilà. Donc l'association Animalum, c'est en fait 3 axes d'activité. Le premier a démarré en 2014, l'espace de médiation par l'animal, qui est un dispositif destiné essentiellement à accompagner des personnes avec des troubles de type déficitaire à l'aide d'animaux.
La deuxième branche, c'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, c'est le dispositif d'accompagnement au rétablissement et à l'insertion dans la cité, encore d'Idari. Et le troisième axe qui s'est développé l'été dernier, c'est Bird, dont on vous dira quelques mots à la fin, qui fait des interventions domicile des personnes en situation de handicap psychique, puisque l'association ne travaille que pour des personnes et avec des personnes présentant des troubles psychiques. Au niveau des membres actifs de l'association, donc les bénéficiaires du DARIC en font partie, puisque le projet est une co-construction dans une démarche participative et ils s'inscrivent dans le dispositif à leur demande. Nous avons actuellement 5 salariés, une chargée de mission qui est là pour un temps très court, parmi lesquels il y a 3 usagers rétablis. Inès nous a accompagnés aujourd'hui et Hugues qui était bénéficiaire et a récemment été embauché également. Et puis une seconde animatrice qui est installée là, qui fait du film. Parmi les bénévoles, donc, puisque il faut nourrir les animaux, même quand on n'est pas au niveau du dispositif, donc on a 8 bénévoles qui participent au fonctionnement de l'association et Didier qui est surtout sur les ateliers. Et puis on accueille régulièrement des jeunes en service civique, donc on en a accueilli 8 en 2017, 7 en 2018, dont des usagers participatifs également, et actuellement donc Carla et Marie, qui participent aussi aux ateliers et au fonctionnement de l'association. Voilà. Je vais passer la parole à Inès pour vous présenter l'équipe. Alors, du coup, en ce qui concerne l'équipe du DARIC, donc il y a tout d'abord Sandrine qui est porteur du projet et qui est psychiatre hospitalier. Julie, qui est animatrice et formatrice et qui a plutôt une formation en éthologie. Donc vous verrez qu'on a des profils assez différents. On a Didier, qui est moniteur d'atelier et qui anime plutôt des ateliers relevant du technique, comme du maraîchage ou de la maintenance. On va vous présenter ça tout à l'heure. Hugues, qui est agent technique, qui est père aidant et qui a intégré l'association en tant que salarié depuis le mois d'août et qui était bénéficiaire avant. Colette, père aidante et maîtresse de maison. Et puis moi-même, donc animatrice et père aidante. Je vais passer la parole à Carla qui va vous dire un petit mot sur les services civiques. Alors, 3 volontaires au service civique s'associent à l'équipe. Un volontaire qui est présent au sein du DARIC et qui intervient dans les différents ateliers. Un volontaire qui intervient au sein de l'espace de médiation par l'animal. Puis un dernier volontaire qui intervient dans tout ce qui est communication. Donc, je vais laisser la parole à Hugues. Donc nous sommes une vingtaine de personnes à pouvoir bénéficier du dispositif que l'on appelle les bénéficiaires. Nous sommes tous en situation de handicap psychique et demandeurs d'un accompagnement pour notre insertion sociale et ou professionnelle en vue de notre rétablissement. La seule condition pour entrer dans le dispositif est que nous soyons suivis par un psychiatre, car l'association n'a pas de vocation à assurer le suivi de la maladie. Je passe la parole à Inès. Alors, dans le dispositif, donc on a un programme de suivi individualisé et 4 volets d'action. Les volets d'action vous seront présentés par Léonard tout à l'heure. Moi, je vais vous parler un peu du suivi individualisé. Alors, chaque bénéficiaire, quand il arrive dans l'association, il a un référent parmi l'équipe, donc soit moi-même, soit Julie. Vu qu'on est là, vous pouvez visualiser un peu plus facilement. On voit les bénéficiaires une fois par mois en entretien. Ça a pour but déjà de faire le point avec le bénéficiaire sur ce qu'il vit à l'association, sur ses ressentis, mais aussi d'ajuster peut-être la prise en charge et de lui-même de nous dire au niveau de mes objectifs c'est en train d'évoluer, j'ai de nouveaux objectifs ou ça change un petit peu, ou peut-être au niveau de l'association j'aimerais m'investir dans d'autres activités, je m'y retrouve un peu plus là-dedans. En fait, le but, c'est vraiment de faire un petit bilan chaque mois. Et il y a également un bilan tous les trimestres. Là, c'est un petit peu différent puisque le bénéficiaire peut faire venir les personnes qu'il souhaite durant cet entretien. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes qui le suivent au niveau médical. Le but, c'est vraiment de s'accorder tous ensemble dans le projet du bénéficiaire. Voilà. Je vais passer la parole à Léonard. Je vais vous présenter les 4 volets d'action du DARIC.
En premier, nous avons les ateliers de remobilisation qui regroupent le maraîchage, la conception-réalisation, les soins d'hygiène des animaux, l'entretien des locaux, le maintien, la maintenance et la création. En deuxième, on a les ateliers information-débat, avec un atelier qui s'appelle éducation et promotion à la santé et un atelier objectif insertion. En troisième, nous avons le développement personnel, comprenant un plan d'action individualisé orienté rétablissement et un groupe de parole, un atelier Integrated Psychological Treatment et un atelier numérique. Le quatrième volet d'action concerne l'insertion sociale et la déstigmatisation. Il propose d'orienter les bénéficiaires vers des associations sportives, la médiathèque ou encore l'inscription à l'association Tôt ou Tard qui propose des tarifs réduits pour des activités culturelles. Il offre également un stand ou une vente au marché de la ville, un accueil du périscolaire et des participations à des actions citoyennes. Voilà, je passe la parole à Inès. Je vais vous présenter un premier atelier d'infodébat qui est l'éducation et la promotion de la santé, donc, qui est un atelier qu'on trouve très important, puisqu'il permet justement de voir la santé sous un angle différent, autre que la santé mentale, et d'aborder d'autres thématiques qui sont importantes à prendre en compte pour mieux vivre au quotidien sa maladie. Alors c'est un atelier qui s'inscrit dans une démarche participative, puisque en début d'année, le groupe, je leur demande, quelle thématique de santé vous voulez voir abordée. Donc on essaie de faire le point, ils me font une liste des thématiques qui les intéressent. Et puis ensuite, ils me disent, cette thématique, j'aimerais l'aborder assez rapidement, cette thématique peut-être un peu plus tard dans l'année. Et je vais essayer de respecter ça durant l'année. C'est un atelier qui a lieu une fois par semaine et qui dure 1h30. Alors comment ça se déroule? Soit je fais venir un professionnel de santé de l'extérieur, un professionnel concernant cette thématique-là, soit je l'anime moi-même, mais je vais me référer, je vais aller me fournir en documentation auprès de l'IREPS, auprès de la base documentaire de l'IREPS. Pour vous donner quelques petits exemples, donc l'année dernière, les thématiques qu'on a abordées, c'était l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'arrêt du tabac, les gestes de premier secours. On leur fait faire une petite formation aussi avec des pompiers qui viennent de l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La gestion des émotions, on a fait venir une sophrologue. Voilà, en gros, il y en a encore d'autres des thématiques, les addictions, les médicaments. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Et le but, c'est vraiment qu'ils puissent participer au maximum et s'investir le plus possible dans le choix du déroulement de cet atelier. Vous pouvez voir d'ailleurs une photo qui a été prise durant un atelier sur l'activité physique et sportive. Voilà. Je vais laisser de nouveau la parole à Léonard. Donc moi, je vais vous parler de l'atelier Objectif Insertion, qui permet une découverte du monde du travail et des différentes possibilités comme les ESAT, les entreprises adaptées, les chantiers d'insertion ainsi que le milieu ordinaire. Il offre la possibilité de rencontrer des professionnels du monde de l'insertion, tels le Cap Emploi ou le CIMOT, ainsi que la visite de sites ou les lieux de formation. Voilà, je repasse la parole à Inès. En ce qui concerne les ateliers de développement personnel, on a l'atelier qui s'appelle, là il y a écrit PER sur la diapo, mais l'atelier s'appelle WRAP. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vient du Canada, Wellness Recovery Action Plan. C'est un outil qui a été élaboré par une personne ayant une pathologie psychiatrique. Et cet outil, il a pour finalité d'aider les personnes à mieux prendre en charge leur maladie, à mieux se connaître, à mieux appréhender une éventuelle rechute. Ça se présente sous forme de carnet et ça se construit en différentes étapes. Alors pour cet atelier, donc je l'anime une fois par semaine et avec des personnes, avec des bénéficiaires. Et on est exclusivement entre personnes ayant un trouble psychique, donc il n'y a aucune personne extérieure. Le but c'est de partager nos expériences et surtout d'essayer de trouver des solutions en commun, parce que des fois on est là, ok, face à ce symptôme-là, moi je mets ça en place, et une autre personne, moi je ne sais pas quoi mettre en place.
Et du coup, le fait de partager les expériences et ce qu'on met en place chacun au quotidien pour arriver à continuer tout simplement avec la maladie, eh bien on le partage et puis ça peut être un levier pour certains. Voilà. Et en fait, ce wrap-là se fait sur quelques mois et par la suite, on met en place un groupe de parole pour continuer l'année. Voilà. Et je passe la parole à Carla. Donc, je vais vous parler un peu du groupe de parole. Donc, le groupe de parole est constitué d'usagers et ex-usagers de la psychiatrie. Le but de ce groupe de parole est de créer une entraide autour d'un échange. Différents sujets sont abordés librement. Cela permet de se conseiller, de se soutenir. Cela renforce aussi le lien social et favorise la confiance en soi. Alors, je suis arrivée dans ce groupe car j'avais envie de découvrir comment cela se déroulait. J'ai alors tout d'abord demandé l'autorisation aux personnes du groupe. Inès, qui est salariée et père aidante, a été hospitalisée et j'ai alors pris la place du modérateur au sein du groupe. Je vais vous laisser la parole à Sandrine. Pour l'atelier IPT, donc l'atelier IPT, intégrité psychologique ou thérapie selon, a été mis en œuvre en fait dans les années 80, à l'origine essentiellement pour des personnes atteintes de schizophrénie. C'est un programme qui a ensuite été diffusé et ouvert à d'autres types de pathologies. Il est maintenant élargi dans plusieurs pays et en fait c'est un des modules de remédiation cognitive mais qui traite assez largement des choses. Donc on va travailler sur la concentration, sur la mémoire, sur la diminution des facteurs de vulnérabilité cognitive. On va travailler aussi sur l'amélioration des compétences sociales, les difficultés interrelationnelles, le vécu émotionnel. Et puis c'est un groupe qui marche, qui travaille justement dans un esprit dynamique, puisque c'est un groupe qui est fermé, qui dure parfois 18 mois, puisqu'on travaille toujours en acquisition de compétences, et on ne passe pas à l'étape suivante tant que tout le groupe n'a pas atteint la compétence précédente. Donc il y a une belle dynamique et une belle entraide au niveau du groupe qui est censé se former. Voilà. Je passe la parole à Didier. Je vais vous parler de l'atelier informatique. Donc cet atelier a été mis en place à la demande des bénéficiaires puisqu'il y avait un besoin sur cet outil informatique. Donc on a vraiment deux types de populations. On a les personnes qui n'ont aucune connaissance informatique, pas d'ordinateur, etc. Donc le but de l'atelier, c'est de les amener à l'informatique, un peu leur permettre de naviguer sur Internet, aller rechercher des informations, les familiariser avec l'outil informatique. Et ensuite, on a une deuxième population qui sont des personnes qui ont un peu plus d'expérience avec l'ordinateur et l'informatique. Et là, on aborde des sujets un peu plus complexes. Donc l'année dernière, on a finalisé l'écriture d'un livre, la rédaction de CV, de lettres de motivation, tout ça pour améliorer leur quotidien et les aider dans leur projet sur le support informatique. Et je repasse la parole à Carla pour l'atelier. L'atelier soins hygiène aux animaux a été créé à la suite des activités de médiation animale. L'atelier soins hygiène aux animaux fait partie des ateliers de remobilisation. Donc nous travaillons auprès de rongeurs et nous avons aussi un poulailler. Et durant cet atelier, nous nous occupons du nourrissage, des soins de base et de l'hygiène des animaux afin de veiller à leur bien-être. Cet atelier permet de responsabiliser les bénéficiaires, d'une part vis-à-vis des animaux, et d'autre part par la réalisation des différentes tâches que les bénéficiaires effectuent de manière autonome au fil des séances. Et cela nous permet d'être en contact avec les animaux. Un lien affectif se crée entre eux et nous. Et du coup, là, sur la diapo, on peut voir des photos qui ont été prises lors des ateliers soins hygiène animaux. Donc avec cochon d'Inde, chinchilla, oui, poule aussi. Et voilà, donc on va laisser la parole à Tizi. Donc
maraîchage de l'année dernière. Donc l'année dernière, pour cette première année, on nous a mis à disposition des terrains et nous avons dû commencer pour les mettre pour démarrer à démarrer par du défrichage. On a construit des composteurs. On a mis en place des poteaux pour le palissage des petits arbres à fruits rouges, des framboises et des mûres. Ensuite, nous avons planté tout ce qui est petit arbuste de fruits rouges, donc tout ce qui est cassis, cassel, myrtille et groseille. Ensuite, on a mis de la vigne et quelques fruitiers. En fin d'hiver, nous avons démarré les semis. Donc, on a une serre prêtée par l'EPSAN et nous avons pu repiquer au printemps dans le potager. Bien sûr, nous avons mis aussi ces plants, une partie de nos plants en vente au marché, ce qui a permis d'agrémenter aussi nos ventes au marché. Et dans cet atelier, on a travaillé tout ce qui était mémorisation, l'entraide entre les personnes. Comme ça, chaque personne a pu se valoriser vis-à-vis des autres et transmettre leur connaissance. Il y en avait qui étaient plus habitués à faire telle ou telle chose et d'autres comme moi. Oui, alors, pardon. Pour les récoltes faites en maraîchage, il faut savoir que tous les mercredis matins, on les vend au marché de la ville de Brumat, donc, parce que notre association, elle est située à Brumat. Pourquoi Brumat, oui, Brumat. C'est pas loin de Strasbourg, en Alsace. Voilà, dans l'Est. 20 km au nord, comme le précise Didier. Donc, voilà. Le but pour nous, c'était de trouver une place au sein de la ville, d'une part pour déstigmatiser les usagers de la psychiatrie, et d'autre part pour leur permettre justement de trouver une place au sein de la ville, ce qui est assez symbolique aussi parce que il y a l'hôpital psychiatrique qui est à Brumat, et du coup, leur sortie du mercredi matin, c'est de venir au marché. Donc, il y a ce croisement qui se fait et c'est intéressant parce que du coup, entre anciens patients, on se dit « Ah bah tiens, mais qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah oui, je suis allée dans une association et puis voilà, j'ai un projet et puis là, je fais de la vente parce qu'on cultive et donc voilà, après c'est tout un bouche à oreille et c'est aussi pour leur montrer qu'il y a une possibilité aussi après l'hôpital parce que pour l'avoir vécu, des fois, on ne voit pas le bout. Et on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, surtout quand l'hospitalisation elle dure un bout de temps et que dans la tête ça n'évolue pas. L'hôpital c'est pas forcément le meilleur lieu, on va dire, pour se ressourcer à tout point de vue. Voilà, ça c'est un autre débat. Donc on vend nos récoltes faites en maraîchage. Mais pas que, puisque dans d'autres ateliers comme l'atelier création, il y a des produits qui sont créés, des produits d'hygiène bio, il y a des produits en bois qui sont créés dans l'atelier conception-réalisation que Didier va vous présenter tout à l'heure. Et bien sûr, attention, nous vendons les œufs de nos poules, c'est très important, parce que le poulailler est très sacré, surtout pour Dr Chauffard. Il est très sacré. Voilà, donc on a beaucoup de poules et puis on a beaucoup d'œufs, et on les vend au marché. Voilà. Je vais laisser la parole à Hugues. Suite aux remarques des clients l'an passé, les bénéficiaires ont fait des propositions pour diversifier nos ventes au marché de Brumat. Nous avons planté de nouveaux arbres, fruitiers à l'automne, semé des légumes anciens et des fleurs et proposer la vente de plants au printemps. Notre demande étant de faire pousser des produits bio en respectant la nature, nous sommes en train de modifier notre potager traditionnel afin de respecter les recommandations de la permaculture. Bien sûr, toute notre production est soit vendue au marché, soit donnée aux animaux de l'association. Je passe la parole à Didier. Donc pour l'atelier conception-réalisation, pour le démarrage de cet atelier, la direction de l'association nous a proposé de relever un défi. Donc c'était de concevoir et de réaliser un poulailler. Donc ce poulailler est au milieu de l'hôpital. Donc nous avons découpé ce projet en 3 phases. Donc il y a une première phase de recherche, bien sûr, sur Internet, rechercher toutes les informations qui concernent le
soins et tout ce qu'on peut apporter à l'habitat pour la poule. Ensuite, nous sommes passés à la conception. Donc, le résultat, c'est vraiment la somme de toutes les recherches qu'ont fait les bénéficiaires. Moi, je n'étais là que pour les aider, soit dans la recherche, soit à mettre un peu en forme les différentes idées. Ensuite, ce projet, il y a eu plusieurs options et les bénéficiaires ont défendu leur projet auprès de la trésorière et de la présidente. Et comme ils l'ont bien défendu, ben c'est la version la plus évoluée qui a été retenue. Et donc nous sommes mis au travail et nous avons réalisé ce poulailler sur le terrain de l'Epsan. Cet atelier a permis encore une fois l'entraide entre les personnes, parce que dans les bénéficiaires on a plusieurs populations. Il y a des personnes qui sont plus habituées à la théorie, etc. et d'autres qui sont plus habituées au travail manuel. Et donc, dans les différentes phases du projet, ils ont pu s'entraider, donc apporter l'aide aux voisins. Donc, chacun a pu être valorisé à son tour durant toute cette année. Donc, on peut voir donc, les différentes phases de la construction du poulailler. Donc, on a mis en œuvre différentes choses, hein, que ce soit du béton pour la dalle, de l'ossature en bois, la pose d'une porte, enfin, la construction d'une porte, l'aménagement du terrain extérieur et la pose du toit. Je passe la parole à David. Oui. Cette année, les projets ont été décidés par les bénéficiaires, le moniteur étant là en tant que support technique. J'ai choisi pour ma part de réaliser des mangeoires pour oiseaux. Au début, je me sentais incapable de pouvoir les faire, mais grâce à l'aide de Didier, j'ai entièrement réalisé mes premiers mangeoires, dont je suis très fier, et que j'ai pu mettre en vente sur le marché, où je tiens le stand de mes filles. Pour ma part, j'ai opté pour des lampes de chevet. J'ai beaucoup appris durant cet atelier: tournage du bois, collage du cuivre, décoration. Mon prochain projet est une lampe en assemblage bois avec des LED qui changent de couleur. Je suis impatient d'en arriver au bout et de résoudre tous les problèmes que je rencontre. D'autres ont fait des planches à découper, des jeux en bois, comme vous pouvez le voir sur les photos. Je passe la parole à Didier. Donc l'atelier maintenance. Cet atelier a été mis en place à la demande des bénéficiaires qui souhaitaient acquérir un savoir-faire dans leur vie de tous les jours, hein, puisqu'on est tous amenés à avoir des petits travaux à faire chez soi. Et donc on a pris en charge tous les travaux qui étaient à faire dans notre association. Nous avons du matériel agricole, donc il faut faire les vidanges, des véhicules, etc. Mais après, il y a des actions beaucoup plus simples ou différentes, telles que mettre du carrelage sur un mur pour protéger le mur, déboucher des siphons, réparer des seuils de porte, poser des étagères, etc. Donc, ça leur a permis de voir qu'ils étaient tous capables de faire ces petits travaux dans l'association, donc de pouvoir les refaire chez eux. Donc le but est bien d'améliorer leur autonomie au quotidien. Et donc je repasse la parole à Léonard. Donc l'atelier suivant, c'est l'atelier entretien des locaux, qui est encadré par Colette, notre maîtresse de maison. Il a été mis en place pour permettre à des personnes ayant peu de qualifications de retrouver rapidement un emploi dans un domaine qui embauche. Voilà, je passe la parole à David. Dans l'atelier création, nous avons fait des braises de Noël. Ce sont des petits fours alsaciens. Après, nous avons préparé différents produits naturels et bio: lessive, liquide vaisselle, nettoyant multi-usage et du savon pour les mains. Tout cela pour en faire la vente au marché local de mercredi. Nous prenons un grand plaisir à la création de ces différents produits. Malgré nos différentes pathologies et nos différences, nous apprenons à vivre et à travailler ensemble. Je passe la parole à Inès. Alors, quand je vais un peu vous expliquer comment ça se passe quand une personne arrive au sein de l'association et comment elle est prise en charge. Alors, quand quelqu'un arrive, on lui fait
un entretien de premier contact, donc une présentation générale de ce qu'on fait, des ateliers qu'on propose, de nos locaux. Si la personne est intéressée pour essayer l'une ou l'autre activité, on lui propose une période d'essai de 2 semaines où elle peut essayer toutes les activités qu'elle souhaite. À la fin de ces 2 semaines, on revoit cette personne en entretien et puis à 3 étapes essentielles. Si elle est partante pour continuer et pour démarrer au sein d'Animalome, on lui met en place un planning. Alors il faut savoir que chaque bénéficiaire choisit les ateliers qu'il souhaite faire. Il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun minimum d'ateliers aussi à faire. Puis il y a une co-signature d'un contrat donc entre le référent et le bénéficiaire. Donc c'est assez symbolique, c'est en tant que bénéficiaire, je vais m'investir au sein des ateliers, je m'engage à venir à l'heure et puis à tel et tel atelier que j'ai choisi. Et de l'autre côté, le référent s'engage à suivre la personne dans son projet et à l'accompagner, à l'aider autant qu'elle peut. Et pour finir, on fait un bilan, on utilise une échelle d'analyse fonctionnelle lausannoise qui s'appelle ELADEB et qui permet c'est un plan de suivi individualisé, ça permet de faire le point sur la situation de la personne, sur tous les plans et de voir sur quel niveau on peut agir et comment. De quelle aide on peut avoir besoin. Des fois, sur certains points, on va dire là, ce serait plutôt une autre personne qui pourrait t'aider. Mais le but, c'est vraiment de faire le point complet sur la situation totale de la personne. Et à partir de là, commencent, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, les entretiens mensuels, les entretiens trimestriels. Et puis, le bénéficiaire peut bien sûr à tout moment venir voir son référent et dire bon, voilà, j'ai trop d'activités, je me sens un peu fatiguée, hop, on enlève ça, ou hop, je veux changer. Il n'y a vraiment pas de. C'est pas je signe pour tant et tant de temps, sachant que la personne peut partir à tout moment. Voilà, elle ne s'engage pas pour une année entière, ou elle peut partir quand elle le souhaite. Ce qui est important du coup pour nous, c'est d'inclure le bénéficiaire au sein du dispositif durant toutes les étapes. Puisqu'on essaye d'être dans une démarche participative le plus possible, comme je vous l'ai expliqué avant pour les ateliers, mais ça va être aussi, on a mis en place tous les mois une réunion générale où les bénéficiaires se regroupent et voient ensemble, sans notre présence, ce qui va et ce qui ne va pas, ils notent tout, et puis ensuite l'équipe arrive et puis on essaie d'avoir un temps d'échange avec eux. Et comme il dit, l'atelier création a été mis en place à leur initiative, l'atelier de maintenance aussi. C'est vraiment des fois eux qui initient de nouvelles choses et qui innovent en fait au sein du dispositif. Ils innovent tous les jours d'ailleurs. Et voilà, après on essaie de faire participer chaque personne, notamment avec un planning participatif des tâches où chacun va s'investir. Le lundi, moi quand j'arrive, je vais faire le café, moi le midi, je vais débarrasser parce qu'on a des lieux communs où on peut manger ensemble. Voilà, ça paraît être des choses banales, mais après un séjour en psychiatrie, la base c'est déjà de retrouver un rythme, de pouvoir de nouveau arriver à se lever à des heures fixes, sachant qu'on a des traitements qui sont très fatigants, avoir de nouveau un objectif, s'y tenir et essayer de tenir sur la durée. Voilà, et je vais repasser la parole à Sandrine qui va vous exposer les résultats. Voilà. Donc en termes de public accueilli, vous avez un tableau récapitulatif sur les 2 années précédentes. Donc on a une moyenne d'âge, pas de 349 ans cette année, mais de 34,9 chez Valérie qui a sauté. Une répartition homme-femme qui est plus homogène que l'année dernière, avec un grand nombre de célibataires, ce qui est assez classique. Peu de personnes finalement prises en charge en hospitalisation et beaucoup qui sont venues directement vers l'ambulatoire. En termes de diagnostic posé à l'entrée dans le dispositif, donc on a des personnes qui sont à 50% atteintes de schizophrénie, 10% de psychose chronique ou dysthymie, 20% avec un trouble bipolaire, 10% de personnalité borderline et 5 et 5 en dépression chronique ou exogénose. Exogénose, c'est l'alcoolisme, il y a pas... Au niveau du taux moyen de participation des bénéficiaires, on a un taux de 92% sur le fil de l'année, puisque là c'est janvier-juin,
ça a été à peu près pareil. L'année dernière, on était un tout petit peu moins. Globalement, c'est des choses qui se tiennent et je trouve que c'est très bien parce que par rapport à ce que disait Inès, c'est vrai que le fait d'être très régulier dans le planning qu'on s'est fixé, c'est quelque chose qui me semble important. Là, vous avez un récapitulatif des ateliers, donc je ne vais pas simplement y reprendre les taux de participation. L'idée, c'était juste de voir qu'il n'y a pas de, il n'y a rien d'inhabituel. Tous les ateliers ont un taux de fréquentation qui est assez prégnant. C'est pas parce qu'on choisit l'un qu'on l'autre, qu'on va moins, qu'on va plus. Et donc, on a fait 235 ateliers sur la période des 7-6 premiers mois de l'année. En termes d'orientation, à la sortie du dispositif ou pendant le dispositif, puisqu'on essaye. L'idée, c'est de permettre aux personnes qui sont accueillies de faire un certain nombre d'acquisitions. Et donc, mais on est quand même un petit milieu, parce que c'est une petite association, c'est quelque chose, ils sont 20 bénéficiaires en tout, c'est des petits groupes en atelier. Donc l'idée, c'est de voir s'ils sont en mesure de transposer ce qu'ils ont acquis dans ce petit milieu, dans ce petit cocon, dans un milieu qui est parfois le milieu ordinaire, donc volontiers plus agressif que ce qu'on peut leur fournir nous. Donc on a 7 personnes qui sont parties en stage, 4 en milieu associatif, je ne vais pas vous le détailler, 1 en entreprise adaptée, c'est U qui est là, et 2 en milieu ordinaire, l'une en pizza, Ria, et l'autre chez Carrefour Express. Les stages qui globalement sont tous très bien passés. Au niveau de l'insertion, cette fois, donc 10 personnes ont été orientées vers une insertion. Donc insertion, pour nous, ce n'est pas forcément le travail en milieu ordinaire. Vous l'avez compris quand on vous a parlé d'atelier objectif insertion. Ça peut être un ESAT, mais ça peut aussi être du milieu associatif. Donc il y en a effectivement beaucoup qui sont partis vers le milieu associatif. Inès donc, a été embauchée comme animatrice l'année dernière, en fin d'année. 3 personnes sont parties à temps partiel dans Beurre, qui vous sera présenté après. Une autre est partie dans une association qui vend des vêtements, qui revend des vêtements. 1 est à la médiathèque de Brumat, 2 sont partis vers des groupes d'entraide mutuelle et 2 sont partis vers le milieu ordinaire avec des temps pleins en CDI. Et puis il y a 2 bénéficiaires qui ont pris une option formation. Donc il y en a une qui est actuellement inscrite en bac pro élevage félin canin, qui a démarré en septembre 2018, et Léonard, qui doit faire le diplôme interuniversitaire de santé mentale dans la communauté qui démarrera en janvier, avec Julie qui est là-bas. Voilà. Au niveau des actions d'insertion communautaire et de la déstigmatisation, donc le marché, c'est pas depuis septembre 2017, mais il existe toujours, on vous en a parlé. Je vais passer la parole à Inès qui va vous expliquer ce qu'elle a fait avec le périscolaire. Alors, en septembre 2017, j'ai accueilli le périscolaire de la ville de Brumat pour un atelier que j'ai appelé, je ne me suis pas foulée, je l'ai appelé périscolaire. En fait, des groupes d'enfants venaient l'après-midi pour faire de la médiation animale chez nous et cet atelier était ouvert aux bénéficiaires. Ce qui leur permettait d'être en contact avec des enfants, enfin, d'avoir une autre activité. L'objectif, c'était pas seulement de faire venir les enfants pour une séance de médiation, mais c'était aussi de travailler autour de la déstigmatisation, puisque, sachant que pour l'instant, parce qu'on va bientôt déménager, on est situé au sein de l'EPSAN, donc de l'hôpital psychiatrique. Les enfants sont arrivés, je me souviens de la première séance, avec des idées, on est chez les fous, voilà, mes parents ont peur de m'emmener, nanana. Et du coup là, on s'est dit, bon, il y a du travail à faire. Alors avec les bénéficiaires, on a travaillé avec eux autour de certaines maladies. J'ai réussi à me procurer des outils qui venaient du Canada, encore une fois, pour expliquer la maladie aux enfants, donc dépression, schizophrénie, bipolarité. Donc on a travaillé autour de ça, donc ça a déjà un peu décanté les choses. Ensuite, je les ai emmenés faire un tour dans l'hôpital. Voilà, juste pour qu'ils puissent voir et croiser des patients. Et puis ensuite, je les ai emmenés à la cafétéria aussi, de l'hôpital, pour prendre un goûter. Et en fait, au final, tout s'est décousu. Et puis en parlant aussi, ils savaient aussi que je souffrais d'une certaine maladie, voilà, de bipolarité. Et donc du coup, on en parlait ensemble. Et au fur et à mesure, tout leur discours a changé en fait. Et c'était super parce qu'on l'a fait à plusieurs avec des bénéficiaires et puis ça leur permettait de partager leur expérience et de leur montrer, oui ok, j'ai une maladie psy, mais ça ne s'arrête pas là.
J'ai aussi un mari, des enfants pour certains. Enfin, voilà, j'ai travaillé avant, j'étais je sais pas, infirmière. Et voilà. Et du coup, je pense que le discours, forcément, ça c'est sûr, le discours des enfants, quand ils sont arrivés, il avait été très imprégné des parents, du discours des parents. Et je pense que les enfants, du coup, après, ont encore transmis chez eux un changement et un autre discours. Et là, c'est là que je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà pour le périscolaire. Des gamins qui avaient quel âge 9-11 ans. Entre 9 et 11 ans. Je continue donc sur l'insertion communautaire. Nous participons tous les ans à l'événement Courir en tête qui se passe à Beaumat, donc pas à Paris. On a refait ça cette année. On a fait aussi un certain nombre de sorties en groupe, parce qu'on, comme disait Léonard, on a une inscription chez Tôt ou Tard afin de favoriser les sorties culturelles en espérant qu'ils le fassent tout seuls, mais on s'est quand même rendu compte que c'est difficile. Donc on a fini par essayer de sortir en groupe. Donc vous avez rando, musée, théâtre, planétarium, une fête de la sauce, sentier pieds nus et puis au repas parc. Au niveau événementiel, on a participé au job dating du service civique à l'automne l'an passé. On a été conviés aux 60 ans du FSE, puisqu'on a un financement de leur part. L'association a été représentée au forum Droit devant à Châlons-en-Champagne par Inès et Émeric l'année dernière, et elle l'a été encore il y a une semaine à peu près, mais c'était à Colmar cette fois. Nous avons été élus lauréats 2018 par la Fondation de France, qui nous a remis son trophée à Strasbourg, et présenté Dari comme le même groupe que celui d'aujourd'hui au congrès Réab à Lyon les 31 mai et 1er juin 2018. Au niveau de la satisfaction, on fait régulièrement des questionnaires pour vérifier un peu comment les personnes vivent leur expérience. Donc on a 33 personnes satisfaites, dont 50 très satisfaites. Et puis je leur ai fait des questions pièges qui me semblent très importantes. C'est un peu fastidieux, je vais vous le dire. Donc, vous pensez que rien n'a changé pour vous depuis votre entrée dans le dispositif? Zéro. Vous pensez que la présence de personnes rétablies au sein de l'équipe, Colette, Inès, maintenant U, et c'était pas à l'époque, vous conforte dans l'espoir de possibilités d'évolution pour vous-même? Là, il y a une réponse à 100%. Que les activités que vous faites sont identiques à celles que vous faisiez chez vous ou à l'hôpital de jour? 7%. Que votre situation personnelle évolue plus qu'avant, 92,3%. Que vous avez amélioré votre confiance en vous, 85%. Que votre inscription aux activités proposées au sein du DARIC ne vous apporte rien, 0. Que vous êtes reconnu à votre juste valeur, sans être jugé ou discriminé au sein du DARIC, 100%. Que votre inscription au sein du dispositif vous a permis de créer de nouveaux liens ou de renouer contact avec d'anciens amis ou des membres de votre famille, 85%. Que vous êtes toujours aussi isolé, 23%. En vous levant le matin pour venir en atelier, que vous avez plus d'énergie et de motivation que pour une journée habituelle, 85%. Que vous avez amélioré certaines de vos connaissances, 100%. Que vous, désormais, vous pensez à un projet pour votre futur, 69,2%. Que vous êtes malade et que rien ne pourra jamais changer, 30,8%. Aujourd'hui, que chacun, même s'il a une maladie, a les mêmes droits d'insertion que les autres, 100%. Je vous avoue, quand j'ai donné le questionnaire, c'est ce que je disais une fois, vu qu'il y a des questions positives, des questions négatives, des trucs un peu tordus, je me suis dit ça va être une catastrophe, mais je teste. Et je suis tombée sur les fesses. Voilà. La littératie est définie comme l'aptitude à comprendre et à utiliser les informations transmises. L'idée, c'est que, notamment pour l'atelier éducation, promotion à la santé ou l'atelier objectif insertion, alors il y a des fois des intervenants, on essaye d'être le moins magistral possible au niveau de ce qu'on transmet, mais quand c'est des intervenants, on ne le contrôle pas forcément. Et du coup, on a fait des questionnaires pour vérifier qu'ils arrivaient non seulement à entendre ce qu'on leur disait, mais en faire quelque chose derrière. Et donc sur les 8 quiz tests qui ont été faits sur l'atelier EPS l'année dernière, on a 14,75 sur 20, quand même une note très honorable, ce qui prouve qu'ils comprennent pas mal ce qu'on leur dit. Voilà. Là,
Je vous passe une petite image de notre nouveau logis. Donc faire un Krautwiller, c'est 4 km de Zermatt. Il y a le train. Pas loin. Et je vais passer la parole à Didier qui va vous présenter en quelques mots Bird. Alors Bird, c'est, comme on nous a présenté tout au début, c'est le troisième axe d'activité qui a été mis en place. Il a été mis en place parce que les bénéficiaires, en sortant du dispositif, n'avaient pas forcément une activité, on n'avait pas forcément un job tout de suite ou était intégré. Donc on a mis ça en place pour pouvoir leur permettre d'avoir une activité rémunérée à temps partiel. Et donc c'est dans l'attente d'une embauche en milieu ordinaire ou adapté. Et donc nos interventions sont principalement pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap psychique. Donc on fait du désencombrement, du déménagement, on les réaménage quand ils sortent d'hospitalisation, on fait de la réparation des appartements, etc. Donc je passe la parole à Hugues. Ces activités ont débuté en juillet 2017. Elles rencontrent un grand succès auprès du service des mandataires de l'établissement, tuteurs et curateurs et des différentes équipes de secteur. Les anciens bénéficiaires du DAEC qui interviennent connaissent souvent les personnes chez lesquelles ils travaillent, ce qui permet de faciliter le contact et l'intervention, de valoriser les bénéficiaires qui travaillent, d'ouvrir l'espoir d'un possible pour la personne à qui l'on vient en aide. Donc quelques photos de nos interventions. Donc on peut voir en haut à gauche un appartement un peu encombré et ce qu'on en fait à la fin. Donc on remet dans des conditions habitables. On fait aussi du vidage de maison ou du déménagement. Donc là c'est une remorque chargée pour la déchetterie. Et on fait aussi, donc avec Hugues, là en train de remettre en état un appartement qui avait été dégradé par le patient. Donc on fait toutes sortes de réparations, peinture, papier peint, sanitaire, etc. Merci vraiment, je voulais vraiment encore vous dire déjà un grand merci parce que vous avez eu la gentillesse de venir nous expliquer ce matin à l'Assemblée, qui est un lieu hautement symbolique, mais où il faut faire vraiment, et ça c'est un challenge pour moi, où il faut faire rentrer la notion de psychiatrie, de handicap psychique, pour que les uns et les autres voient que même si on a une maladie, c'est vrai que si on est diabétique ou si on est hypertendu, ça se voit pas, personne ne se pose une question. Mais si on a une pathologie, que ce soit la schizophrénie, des troubles de l'humeur, etc., on se dit, mais encore chacun d'entre nous, on se dit, mais comment ces personnes peuvent vivre? Et ces personnes vivent tout à fait bien et peuvent être tout à fait intégrées dans la société. Et je trouve que ce que cette association fait est absolument remarquable, parce qu'on a encore insuffisamment d'exemples de ce type en fait, d'accompagnement. Parce qu'on se dit qu'une fois que le patient il a pris ses médicaments, une fois que l'équipe se dit il peut de nouveau, entre guillemets, voler de ses propres ailes, alors quand on n'ose pas trop le remettre complètement tout seul chez lui, il va pouvoir accéder à l'hôpital de jour par exemple. Mais cette question de l'accompagnement sur le temps nécessaire de ce que j'appelle moi le temps de réhabilitation, c'est vraiment absolument fondamental. Et la personne qui a par moment, peut-être que vous allez me dire d'ailleurs si vous avez un statut AH ou un statut de personne handicapée, mais en tous les cas, la personne peut être complètement dans une vie tout à fait normale, normative, et je trouve ça, en tout cas, l'accompagnement qui est fait là est absolument fabuleux, notamment ce temps de progression et ce temps surtout de partage et de décision ensemble. Et moi, c'est ça qui m'importe, parce que ce n'est pas le cadre qui va imposer aux bénéficiaires, mais c'est vraiment le bénéficiaire
qui choisit son atelier, qui choisit sa vie, surtout. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. En tout cas, vraiment merci. Et puis, je vais passer la parole à l'assistance, si vous avez des questions. Peut-être prenez le micro. Je vais faire assez vite parce que je vais tout de suite partir après en fin de matinée. Merci de votre présentation. Je suis convaincue de ce type de dispositif. Vous m'avez beaucoup fait penser aux GEM, les groupes d'entraide mutuelle, qui sont, moi que je connais mieux, je ne connais pas votre association, je ne connaissais pas en tout cas. Et justement, ma question était vos moyens, notamment financiers, enfin surtout financiers, vos financements, parce que ces GEM là, qui œuvrent aussi un petit peu dans le même but avec les malades psychiques et qui travaillent sur la réinsertion, etc., contre l'isolement surtout, puisque c'était d'abord leur premier objectif, me crient régulièrement, à moi élu, qu'effectivement il manque cruellement de moyens financiers. Alors même s'ils ont des aides d'une association médicale, ils sont portés, ils ont un parrain, ils sont portés par l'association en question. Je suppose qu'au-delà des moyens ARS, département, peut-être département, sécu, etc. Enfin voilà, c'était une de mes principales questions. Après, sur l'aspect un petit peu plus pratique, fonctionnel, vos horaires, est-ce que vous fonctionnez aussi le week-end? C'était une des questions du GEM, parce que c'est le dispositif que je connais un petit peu mieux. Et voilà. Mais puis, alors, Animalum, vous avez choisi ce nom. On peut supposer que c'est parce qu'effectivement il y a la présence d'animaux, mais c'est pas que. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez cette communauté? Voilà, merci de vos réponses. Alors, la première allusion au GEM, c'est une allusion qu'on nous fait systématiquement. Parce qu'effectivement, quand on a fait la présentation au congrès REAP, c'est ce qu'on nous a dit. Pourquoi vous n'êtes pas comme un GEM? Sauf qu'on n'est pas comme un GEM. Le GEM a une vocation de faire des activités dans un but occupationnel, essentiellement. Ensuite, il n'y a pas de démarche d'accompagnement, il n'y a pas de suivi individualisé de projet en vue d'une démarche d'insertion. Alors peut-être que ça existe dans certains cas, ça je ne dis pas. Nous, on va suivre le projet. On peut aussi bien, quand je dis d'insertion, alors ça peut aussi être, ça a été le cas pour quelqu'un notamment, la première demande peut être une demande d'aide à trouver un logement. Hein, et c'est son projet d'insertion dans la cité à lui. Donc là, on va l'accompagner. L'insertion, c'est quelque chose de... Moi, je la lis au sens large. C'est vrai que souvent, des personnes arrivent avec une demande de travail, parce que c'est un mot qu'on s'approprie, mais qui n'est pas forcément ce dont finalement ils ont envie, et ils mettent quelques temps avant de s'en rendre compte. Mais après, ils trouvent d'autres centres d'intérêt. Ça, c'était la première réponse. La deuxième, donc je vous ai répondu, on n'a pas d'ouverture le samedi et dimanche. Il faudrait dire ça aux salariés, parce que ça va leur plaire. Oui. Par contre, on fait des sorties parfois le dimanche. Enfin, le week-end, en tout cas. Oui, le dimanche aussi. Oui, on a fait. fois, je crois. Le samedi. Plutôt le samedi matin. Ouais. Et pour la troisième, c'était par rapport... Alors, il y a le côté financement. C'était avant, c'était les GEM. Donc, le côté financement, je fais des réponses à appel à projet en longueur de temps. Je ne fais que ça. Je me suis complètement désengagée de l'association. J'ai une formation d'intervenant en éducation promotion à la santé. Je prends énormément de temps. Je me débrouille comme je peux. Pour l'instant, jusqu'à ce que... Il y a des rencontres avec des élus qui leur disent malheureusement on n'a plus de réserve parlementaire. Voilà. En plus de ça, quoi. Mais par contre, il y a des choses. Tout à l'heure, avant que vous introduisiez, je parlais du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et c'est vrai que notamment dans le cadre de l'innovation et de l'article 51, etc., j'ai encore rediscuté avec la ministre hier soir. Voilà, c'est vraiment ce type de projet qu'on souhaite aussi. Il ne faut pas que la santé mentale, une fois de plus, soit l'oublié de la transformation majeure du système de santé. Donc voilà, en tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour porter cette parole. Peut-être juste pour redonner une précision, c'est vrai que les GEM au départ, puisque j'étais de l'autre côté quand les GEM ont été créés, j'étais côté tutelle et je donnais des autorisations. En fait, les GEM avaient vraiment été pensés
comme des lieux de lien social, notamment le week-end ou les soirs, quand les structures justement hospitalières, hôpitaux de jour, voilà, n'étaient pas ouvertes. Et c'est vrai que pour que les personnes en soins puissent avoir un lieu pour se retrouver ou un endroit pour pouvoir appeler, etc. Et c'est vrai que la motivation principale des GEM, en tout cas le sens du GEM, c'était vraiment l'activité, mais plus vraiment basique, de loisirs, de lien social. On vient, on se pose, on boit un café, mais c'était pas du tout de l'accompagnement, en tous les cas personnalisé, sur notamment les compétences ou la capacité à faire, la capacité à avoir envie, parce qu'au départ, c'est juste ça. Vous avez très justement dit tout à l'heure, il faut, quand on est hospitalisé avec des traitements lourds, il n'y a plus forcément de notion de temps, en tout cas, parfois dans la semaine, parfois même dans la journée. C'est à quelle heure on se lève, etc. Et c'est aussi ça commence par là. Pour enchaîner sur ce que vous répondez, Madame Bonnet, c'est vrai que quelqu'un qui vient en atelier maraîchage, il est là à 8h15, 8h30, puisque l'atelier commence, c'est un atelier de 3 heures. Il fait ça du 1er janvier au 31 décembre, s'il est encore là, c'est comme il veut. Ça veut dire que des fois il pleut, ça veut dire que des fois il fait froid, ça veut dire que des fois il a fait 35 degrés et avec des médicaments c'est vraiment pas facile. Mais déjà, alors, c'est des choses qui sont échelonnées parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'être tout de suite prêt à travailler, de faire un atelier de 3 heures. Donc c'est vrai que Didier pourrait l'expliquer, mais il y a une première phase qui est plus une phase de remise en marche fonctionnelle, on va dire, qui est là, je prends un planning et j'essaye déjà d'être là, les 3 rendez-vous que j'ai dans la semaine quand c'est à 8h30, et puis de faire un peu ce que je fais en atelier, et puis l'exigence du moniteur d'atelier, elle va être croissante en fait. Il ne va pas demander à quelqu'un qui redémarre de faire le même travail que quelqu'un qui est là depuis 5 mois. Et ce qui est sympa, c'est qu'en général, c'est souvent les personnes qui ont de l'ancienneté, donc les autres bénéficiaires, en fait, qui vont être aidants pour cette personne-là. C'est là que le truc est assez chouette, c'est que souvent, il y a au niveau de la dynamique de groupe, il y a quelque chose qui naît, qui est très soutenant. Comment vous accompagnez le moins bien, pour pas dire la rechute? Est-ce que ça suspend éventuellement à un moment des dispositifs d'arrêt et on arrête de se mettre et de revenir, ou ça met un point définitif Pour le bénéficiaire, vous voulez dire, s'il y a une rechute et qu'il est réhospitalisé, tout dépend. Je pense que pendant un premier temps, il va arrêter de venir. Et si pendant son hospice, après, il se sent de revenir, et il revient chez nous. Et comme on est à côté, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Mais il y en a qui continuent en fait pendant leur hospice. Voilà. On va prendre peut-être encore une dernière question, puis après on va donner la place à nos autres intervenants. Alors, je vais m'autoriser peut-être plus une remarque qu'une question. Moi, je trouve que tout l'axe déstigmatisation est absolument incroyablement bien porté par cette association. Parce que c'est vrai déjà, déstigmatiser entre les bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on a, voilà, les bénéficiaires ont tous un parcours de vie totalement différent et une histoire personnelle, une histoire avec la maladie tout à fait différente. Donc déjà, c'est la compréhension de l'autre et c'est le collectif déjà entre vous, mais c'est surtout l'ouverture. Et l'ouverture, alors moi je trouve ça remarquable, qu'enfin le DARIC sorte du cœur, parce que l'EPSAN, on ne vous a pas dit, mais l'EPSAN c'est pas la caricature de l'hôpital psychiatrique, mais quand même c'est du pavillonnaire, c'est quand on rentre, et puis il y a une tradition en Alsace, quand on parle de ce lieu, c'est vraiment un lien très stigmatisant. Donc justement, d'avoir commencé à vivre à l'intérieur de l'hôpital, c'est bien, mais d'en sortir, c'est encore mieux. Et de faire ce lien en permanence avec la société, et surtout, mais aussi des enfants, ce qui a été fait, c'est remarquable, parce que ça permet, là maintenant j'en suis persuadée, dans tous les domaines, il faut commencer à éduquer à la société et à vraiment la tolérance et à la compréhension de ce que peut être, là on parle de psychiatrie, mais on peut parler de plein d'autres choses, on peut parler des autres maladies, etc. Et ça se passe vraiment
dès le plus jeune âge. Et c'est comme ça qu'on devient un adulte, j'allais dire, complètement tolérant. Et je pense que là, ce qui est fait est vraiment tout à fait intéressant. Je vais juste répondre l'histoire d'Animalum et de la ferme. Animalum, effectivement, on a commencé par de la médiation, mais on est sorti et on va dans une ferme. Vous l'avez peut-être vu sur la photo, je ne sais pas, parce que vous n'y êtes pas. Voilà. Donc le lien à l'animal est quelque chose qui est fort, en fait, et que moi je peux garder. Je pense que c'est un support affectif pour beaucoup. Alors peut-être ici certains pourront le dire ou pas, parce qu'ils ont envie. Mais je pense qu'ils vivent, moi mes chiens sont en permanence à l'association ou chez moi, voilà, ils se baladent. On vit avec les animaux en permanence, ils vont aux ateliers avec. Les animaux sont là, où que ce soit. Et je trouve que ce rapport à l'animal est un rapport. L'animal n'a justement rien de stigmatisant, absolument rien. Il est plein d'affection, plein de choses à donner, et il est toujours là quand vous en avez besoin. Et ce lien-là, moi je trouve qu'il est important. Et c'est certainement pour ça que l'association à ce moment-là, et c'est aussi pour ça qu'on va déménager dans une ferme. Maintenant, en plus, on a des chèvres. Une dernière question? Ouais, mais juste par rapport aux animaux, il n'y a jamais de bénéficiaires qui sont phobiques, qui n'aiment pas les animaux, ou qui ont peur des chiens, ou des chats, ou tout ça. Ils peuvent, mais ils viennent s'ils veulent. Oui. Déjà. Ensuite, si vraiment ils ont peur de certains animaux, alors même sans être des bénéficiaires, il y a des bénévoles, il y a des enfants de bénévoles, il y a des enfants de bénévoles qui avaient peur des animaux, on a fait de la désensibilisation, ils sont très contents. Hein. Les parents aussi d'ailleurs. Il y a des expériences magnifiques dans les EHPAD avec